chaîne qui donne envie d'agir. Bonjour Jeanne. Bonjour. Est-ce que tu as déjà été interview massée? Non, jamais. C'est une première. C'est une première. Voilà ce que j'aime entendre. C'est une expérience unique qui est née au Vieilles Charrues, figure-toi. D'accord. Il y a une quinzaine d'années, qui a été un format radio dans un premier temps, et maintenant vidéo avec la complicité notamment d'Aurélie Poulichet qui est derrière toi. Comment tu te sens là? Très très bien. Quand on mène une vie à 100 à l'heure de programmatrice du Festival des Vieilles Charrues, forcément il faut savoir se poser. Oui, alors c'est vrai que c'est pas pendant les 4 jours la meilleure période pour se poser, mais là je vous remercie parce que c'est très agréable. Alors on s'est croisés 50 fois, on s'est micro-parlé, mais en fait on n'a jamais pris le temps de se poser autour d'un micro. Ça fait très plaisir en tout cas de t'accueillir sur TV Réussir pour parler pro mais aussi perso. Tu as l'habitude de te raconter personnellement? Non, pas trop, j'avoue. C'est plutôt parler de la programmation et puis défendre nos choix, ça oui. Il faut les défendre. Parler du festival. Ouais, c'est vrai que c'est toujours important de les défendre, mais après c'est aussi un choix de Jean-Jacques et moi à la programmation de défendre les artistes de la programmation. Les têtes d'affiche, évidemment, c'est plus facile à défendre, mais c'est aussi parler des découvertes et puis donner envie aux festivaliers de les découvrir. Tu es programmatrice depuis 2009 ou 2009. C'est 2009, c'est oui. Bien 2009. Et auparavant, tu étais déjà impliquée. Tu as commencé comme stagiaire. Oui, tout à fait, oui. En 2003. À la régie du matériel. Non, j'ai commencé tout d'abord à la gestion des bénévoles. À la gestion des bénévoles. Oui, en stage. En stage de quoi à l'époque? Alors moi j'étais à la fac en LEA. En langue appliquée? Langues étrangères appliquées, oui. Ouais. Et tu souhaites faire quoi à l'époque? Alors, mon cursus, en fait j'ai toujours voulu travailler dans l'événementiel, derrière le rideau. Derrière le rideau? Ah ouais, ouais. Et, pas dans la lumière? Non, pas trop. Moi j'aime bien accueillir les gens, encadrer, organiser les événements, faire en sorte que les artistes soient heureux d'être sur scène et soient bien. Ambassadrice un peu. Ouais. J'aime assez faire les babysitters. Tu pensais déjà Vieilles Charrues à l'époque? Vieilles Charrues, pas forcément. Tu connaissais? Oui, bien sûr. Forcément. Ouais. Et puis c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de faire ce stage en 2003 et puis de rentrer dans la grande famille Vieilles Charrues. Régie matériel ensuite? Alors ensuite j'ai fait 2004, 2005 et 2006 en tant qu'assistante de Jean-Jacques, le programmateur. Jean-Jacques Tout, dont on va parler beaucoup. Je m'occupais vraiment de cette partie, 6 mois dans l'année, logistique, accueil des artistes, comment ils vont arriver sur le festival, qu'est-ce qu'ils vont manger en loge. Toujours ce côté référent, nounou, babysitter. Ouais, complètement. Ouais. Et puis où est-ce qu'ils vont dormir, et voilà. Avec l'identification parfois des petits caprices de certains artistes. Ouais. Après c'est vrai que les caprices. Après on est aussi une grosse organisation quand même, et c'est vrai qu'on est en capacité justement de répondre à ces caprices-là. Mais c'est hyper important pour nous l'accueil des artistes pour justement que le concert se passe bien et qu'il soit bien sur scène, et donc que le public le sente et qu'il y ait un retour public et un chouette lien artiste-public. Toutes les conditions. C'est vraiment important. Voilà. Et puis c'est aussi important pour l'image du festival, et puis les artistes sont ensuite nos meilleurs ambassadeurs pour en parler autour d'eux et pour dire
on t'a proposé les vieilles charrues, bah, fonce, faut accepter. vas-y les yeux fermés. C'est résolument intéressé, si je comprends bien. Ouais, je dirais pas ça, mais oui, c'est très important pour nous. Tout compte. Où est-ce que tu as appris ça, à soigner les détails? Je crois que c'est quelque chose que j'ai plutôt... je sais pas si ça s'apprend vraiment, en tout cas il n'y a pas de formation pour ça. On apprend beaucoup sur le terrain, hein. C'est beaucoup d'expérience et puis après d'année en année on s'organise, on organise les services justement pour répondre à toutes les demandes qui peuvent subvenir. Ouais. Alors un jour, on est en 2009, Jean-Jacques et Jean-Philippe Quignon, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne de Jean-Philippe Quignon, c'était le coprésident et co-programmateur du festival. Un jour, ils se disent tous les deux, il serait temps de rajeunir un peu notre duo et de le féminiser. Ouais, c'est vrai que donc en 2007, si on chronologiquement, j'ai eu envie de voir un peu aussi une autre facette du métier. Donc je suis partie en responsable matériel, achat petit matériel, sur le festival toujours. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, la grande famille des charrues, je la connais bien, je vais essayer de faire une formation et puis voir un peu ailleurs. Donc j'ai travaillé pour une compagnie de théâtre d'impro, entre autres. Et puis c'est vrai qu'à l'été 2009, voilà, Jean-Phi... Toi, t'avais quitté, pardon, t'avais décidé d'aller voir ailleurs. Hein, ouais, pour élargir mon expérience. Ouais. Pour moi, pour mon expérience perso aussi, c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir comment ça fonctionne ailleurs. Et puis là, c'était aussi plus du tout dans la musique, donc c'était une expérience d'un an super intéressante aussi. Et c'est Jean-Philippe Quignon qui t'appelle? Voilà. En me disant, bon bah écoute, ça faisait un petit bout de temps qu'on y réfléchit. Ils avaient envie de transformer le duo en trio. Et voilà, comme c'est vrai que ça faisait quelques années que j'étais dans l'aventure Vieille Charrue. Ça devenait une évidence. Comment tu te sens à ce moment-là, au moment où Jean-Philippe t'en parle? C'est vrai que j'ai été surprise, agréablement surprise. Et puis j'ai pris le temps de réfléchir et d'en parler avec eux. Oui, c'est pas le genre de choses qu'on accepte en un quart de seconde. C'est quelque chose qui est quand même une sacrée mission. Voilà, je l'imaginais, il fallait que j'aie bien les cadres de la mission pour me sentir, savoir si je me sentais capable de répondre positivement à leur invitation. Et puis, comment tu fais ta place dans ce qui devient du coup un trio avec De Briscard? Qu'est-ce que ça représente pour toi de devenir la programmatrice du premier festival de France? C'est vrai que c'était un sacré challenge, mais bon, tout de suite, dès le départ, ils m'ont tout de suite super accueilli, ils m'ont ouvert toutes les portes et ils m'ont donné toutes les clés du métier. Exemple de clés, tu te souviens de ces premiers instants? C'était tous les contacts, évidemment, ils m'ont présenté à parce qu'on travaille quand même avec avec un certain nombre de tourneurs, j'ai été tout de suite très bien accueillie par tout le monde parce qu'ils ont bien amené la chose aussi. Après c'était comment des petits conseils de négociation, Alors un exemple de conseil, puisqu'on est très pragmatique sur cette chaîne, on s'intéresse aux représentations mais aussi aux astuces du quotidien. Le truc de Jeanne pour bien négocier? Après c'est vrai que c'est vraiment du cas par cas. Moi je compare souvent le métier de programmation c'est vraiment de la vente d'œuvres d'art en fait. Ah oui. Les artistes sont cotés, en fonction de sorties d'albums. Tu parles de vente, alors toi tu achètes? Voilà, ouais. Moi, c'est vrai qu'on est des acheteurs d'art. Et après c'est réussir à échanger après. C'est vrai que c'est de la négociation, mais bon, c'est aussi il y a beaucoup. Les relations sont quand même très
c'est différent. Les relations sont très sympathiques avec. C'est pas Elles sont purement toujours très commercial. sympathiques. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on Bon, on se déjà, on se connaît, tutoie. on se tutoie Voilà, très immédiatement. facilement. Et puis après, oui, on se connaît quand même maintenant très bien. Et puis. Parle-nous d'une négociation particulière, peut-être sans forcément, bien sûr, nommer ni le tourneur ni l'artiste. Une négociation marquante, notamment à tes débuts. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas forcément une en tête parce que chaque artiste, on prend vraiment le temps d'échanger avec les tourneurs, c'est-à-dire savoir est-ce que c'est le bon moment pour les faire sur un festival comme les Vieilles Charrues. Faut pas les envoyer au casse-pied, puis il faut pas, quand c'est des artistes plus découvertes, il faut aussi les imaginer. C'est vrai qu'on aime bien aller voir un maximum de groupes sur scène pour pouvoir les imaginer chez nous. Alors justement. toi, ton année, elle est faite que de ça, de festivals, de concerts, ici en France et puis aussi à l'étranger, notamment à Austin. Oui, à Austin, il y a quelques rendez-vous comme ça annuels importants pour nous, justement pour aller voir les groupes vraiment sur scène, en live, puisque voilà, on est quand même un festival de musique live, donc c'est ce qui est le plus important pour nous. Voilà, on écoute évidemment beaucoup de musique aussi au bureau, mais voilà, c'est hyper important pour nous d'aller les voir. Eh ben oui, comment est-ce que tu parviens à transposer un groupe qui, par exemple, joue dans une salle de 1000, 3000 personnes, ce qui est déjà très conséquent, à la plaine de Kérampul, à ces 55 000, 60 000 festivaliers de Kerouac ou de Glenmore? C'est vrai que c'est pas forcément simple. Ça suppose quoi? Je pense par exemple à l'année dernière où j'ai vu Jane en concert dans une toute petite salle à Paris dans le cadre du Mama Festival. C'était en octobre. Et voilà, et donc je me suis dit, là il y a quand même un truc qui se passe. Alors il se passe quoi justement? Qu'est-ce que tu vas chercher? C'est difficile à expliquer. C'est plus voilà la relation avec le public, les morceaux. On sent quand il y a des morceaux phares qui peuvent potentiellement devenir des tubes. On sent, c'est vraiment une énergie sur scène. Tu es obligé de dénicher les tubes bien avant l'heure? Oui, alors c'est pas toujours gagnant, mais là en l'occurrence avec Jane, donc on l'avait signé assez tôt finalement dans l'année. Et puis on l'avait programmé sur la scène Kerouac, ce qui était ambitieux quand même. Mais la scène Kerouac, c'est la scène 2, la scène 2 qui a une jauge de 30 000 personnes quand même. Et à 14h en ouverture. Bon, en l'occurrence, on aurait pu la mettre grande scène à 22h. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle a remporté un succès fou? Ouais, complètement. Ouais. Et d'ici, et entre octobre et juillet, c'est vrai qu'elle est montée en flèche. Voilà, c'était... Ça veut dire que dès le mois d'octobre, tu sais que Jane sera sur Kerouac à 14h? Oui, c'est ça, ouais. Comment tu établis le pôle? Parce que ça doit être c'est comme la composition d'un gouvernement, là il faut faire des équilibres savants de genre, de destination, de styles musicaux. C'est vrai que les Vieilles Charrues, c'est assez large en point de vue couleur musicale. Donc il nous faut des têtes d'affiche bien sûr et aussi des découvertes et puis dans tous les styles musicaux. Vraiment pour un public de 7 à 77 ans on va dire. Donc on commence en général, on construit nos journées, nos 4 journées en essayant de dénicher des têtes d'affiche on va dire. C'est d'abord les têtes d'affiche. C'est d'abord les têtes d'affiche, les locomotives bien sûr. Et puis ensuite, en fonction de ce qui se cale, on va chercher un peu ailleurs, dans des découvertes, dans des styles différents pour plaire un maximum et pour donner du plaisir aux festivaliers sur la journée. Donc on construit comme ça nos journées et nos scènes, tête d'affiche et puis ensuite découvertes. Et ensuite les découvertes au fur et à mesure du temps. Comment est-ce que tu te sens les jours de lancement, d'annonce de la programmation? C'est toujours hyper excitant.
Après, c'est pas des moments forcément simples. Parce que nous, c'est vrai qu'on travaille à l'année, dur pour essayer d'avoir la plus belle affiche possible. Et puis, maintenant, c'est vrai que l'arrivée des réseaux sociaux permet à tout un chacun de s'exprimer, ce qui est super, parce qu'en plus on écoute et à la fois c'est ça peut renforcer l'anxiété un peu. Ouais, bien sûr. En général, à chaque annonce, je regarde pas les réseaux sociaux. Mais on t'en parle. Oui, ou on m'en parle ou pas. On préserve pas mal quand même. Les gens sont plutôt cool. Et puis ensuite, je vais voir effectivement quand même un jour ou deux après. Et puis en général, ça s'auto-régule aussi. Les festivaliers échangent entre eux en disant bah non, tel artiste, c'est quand même super de l'avoir. Pour telle ou telle raison, et puis tu iras voir tel autre artiste en même temps si tu l'aimes pas. Comment se rencontrent les goûts de Jeanne et de Jean-Jacques? Et puis on parlera bien sûr de votre duo tout à l'heure. Comment se rencontrent les goûts de Jeanne, de Jean-Jacques et ceux du public? Alors c'est vrai que nos goûts personnels, on les met de côté. Ah oui? Ouais, on est vraiment là... On travaille pour le festival et pour les festivaliers. Mais en même temps, ce sont vos émotions, ce sont vos sensations qui Alors oui, effectivement, sont en jeu lorsque vous identifiez... Sur les découvertes et tout, oui. Effectivement, c'est un peu plus là, on peut se permettre d'avoir des coups de cœur et puis de les partager avec le public. Après, c'est vrai qu'il faut être, avoir... très éclectique au niveau des goûts musicaux pour plaire au maximum et répondre aux couleurs artistiques du festival. Alors après, personnellement, moi je serais plutôt par exemple sur des couleurs pop ou des couleurs électro. Et par exemple, Jean-Jacques serait plus sur des couleurs sur du rock. Pur rock. Bon. Et c'est vrai qu'on échange beaucoup tous les deux. On s'est mis tout de suite d'accord sur le fonctionnement, à dire que il faut qu'on soit tous les deux d'accord avant de passer une offre. Est-ce que tu te rappelles de moments où vous avez franchement mis beaucoup de temps à vous mettre d'accord? C'est marrant, mais on est quand même vraiment sur la même longueur d'onde. En général, ça dure très peu de temps. Chacun apporte à l'autre les arguments en disant mais si tu vas voir, moi j'y crois à fond. Alors tu vas voir quoi? Tu vas voir, il va y avoir du monde, il va y avoir de l'ambiance, il va y avoir quoi? C'est quoi? Tout dépend des projets. Par exemple, Otseki qui a joué hier à Graal. C'est un groupe que j'ai vu au mois de janvier à l'Eurosonic, qui est un festival aux Pays-Bas où on va tous les ans parce que c'est un moment important pour découvrir. Là, c'est que des groupes européens. Et donc j'étais allée les voir en concert et puis Jean-Jacques était sur d'autres concerts parce qu'on essaye de se répartir comme il y a énormément de concerts. Il y a 200 concerts en 3 jours. Et donc en sortant du concert, je lui dis écoute, il s'est passé quelque chose. C'était un très beau moment de pop. C'est un duo londonien, deux cousins, donc on sent déjà une super énergie entre eux et une super énergie avec le public. C'est la capacité à transmettre cette énergie, ces émotions au public que tu cherches. C'est hyper important. On a un super public aux Vieilles Charrues. Et en même temps, il faut que ça rapporte. Oui, alors là on parle de découverte, mais effectivement. La difficulté, c'est de remplir un champ de 50 000 personnes. C'est vrai que c'est quand même une sacrée pression. Vous avez des comptes à rendre précis à la hiérarchie, à Jérôme Tréhorel, on se parle beaucoup avec Jérôme. C'est vrai qu'on est quand même assez libre. Il nous donne, en gros, alors très concrètement, une enveloppe de combien aujourd'hui, on peut le dire? De 3,9 millions cette année. 3 900 000 euros. Pour 4 jours de festival. On a près de 80 groupes. Donc c'est vrai on a une enveloppe. Et puis ensuite à nous de sentir, de proposer la plus belle affiche sur le festival. Et c'est vrai qu'on échange beaucoup avec Jérôme, mais il nous fait entièrement confiance.
Et puis je croise les doigts, mais pour l'instant ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Cette année, les festivaliers ont répondu présent et très très tôt. Donc ça c'est la plus belle des récompenses. Dès le mois de mai, c'est quand même inédit. C'est complètement fou. On a du mal à le réaliser. Ah oui. Mais ouais, c'est vrai que c'est... Et ça tient à quoi? C'est la marque Charrue, Alors, la confiance à l'égard de la programmation? Oui, il y a une part évidemment de la programmation. Les festivaliers viennent pour la programmation. Après, c'est vrai que ces dernières années, on essaye vraiment de faire un effort sur l'accueil du festivalier, sur la décoration, sur les espaces. On a agrandi le site cette année. Et tout ça, ce sont des décisions auxquelles tu es associé, toi, en tant que programmatrice? C'est des décisions communes. Ouais. En fait, on est une équipe de 13 permanents et on monte tous les hivers des groupes de travail, justement pour réfléchir à tout un tas de choses. Comme dans n'importe quelle entreprise, un brainstorming. Qui ne sont pas forcément dans notre domaine. Et c'est super riche. Pas forcément dans votre domaine. Non, parce que par exemple, après chacun choisit les commissions, mais moi je fais partie de la commission déco, par exemple, de la commission merchandising. Exactement. C'est un peu ça en quelque sorte. Et voilà, ça nous permet de pousser la réflexion, d'avoir justement pas avec les experts dans le domaine, tu vois, d'avoir des avis extérieurs, et c'est super riche et super intéressant. Et c'est comme ça qu'on arrive à vraiment des choses intéressantes, comme voilà, on a fait un vrai effort cette année sur la décoration. Je crois que vous avez tapé fort là, faites tout ça. Voilà, on a des nouveaux, on fait appel à des prestataires, à des décorateurs pour habiller le site. À des centres de formation d'apprentis, à des IME. Tu es sensible, toi, à la dimension solidaire du festival? Ouais, c'est vrai que c'est hyper important, et d'autant plus au Vieilles Charrues. Voilà, on travaille avec tout un tas d'associations qui nous fournissent des bénévoles sur le festival, plus de 100 associations. Quel est ton rapport, toi, aux bénévoles, à part leur dire merci, bravo, très certainement mais quel est ton rapport au bénévolat, toi qui peut être considéré comme étant un peu dans ta tour d'ivoire en tant que programmatrice? Alors c'est vrai que ça, au Vieilles Charrues, c'est pas du tout le cas. On est très terre à terre, on essaye de garder vraiment les pieds sur terre. Et puis c'est vrai que moi je travaille là pendant le festival et puis même une partie de l'année. Nous, sur la partie accueil artiste, il y a une équipe de 100 super bénévoles avec qui on travaille depuis près de 10 ans maintenant. Voilà, il y a des bénévoles qui s'occupent du montage des loges, il y a des bénévoles qui font de l'accueil vraiment des artistes et des équipes artistiques. Tu passes les voir? On a des chauffeurs artistes. Ouais, bien sûr. On est vraiment en lien. On est en lien du matin au soir. À quoi ressemble le quotidien de Jeanne pendant ces 4 jours de festival? Là, tu arrives d'où? Là, il est presque 18h ce vendredi. Tu faisais quoi juste avant? Alors là, j'étais dans les loges de la scène 3 pour faire un point. À boire des coups avec des artistes. Non, boire des coups, c'est un peu tôt là. C'est un peu tôt. Et puis non, c'était particulièrement avec les bénévoles. Justement pour voir où il pourrait éventuellement y avoir des couacs et puis améliorer si besoin. C'est vrai qu'on est maintenant bien organisé sur cette partie accueil artiste. On a une équipe aussi qui s'occupe de faire les livraisons, de tout ce qui est demandé en loge, en boisson, en petite confiserie. Et on retrouve la nounou, la référente de groupe que tu as été. On sent que c'est toujours très important. Oui, c'est ça. On arrive, on s'approche doucement de la dernière partie de cette interview massage. Comment ça se passe d'abord pour toi? Pardon? Comment ça se passe d'abord pour toi, ce massage, cette interview massage? Voilà, c'est très agréable. Peut-être ensuite, je vais peut-être m'endormir. C'est pour ça qu'on t'a relevé progressivement. Je vois effectivement que le massage se passe bien pour toi. Tu as toujours les yeux fermés. Est-ce qu'il est possible pour toi d'ouvrir les yeux? Est-ce que c'est jouable? Je vais essayer. Parce qu'il y a quelqu'un qui voudrait te parler. Quelqu'un d'important pour toi. Et voilà. J'ai plusieurs trucs à te dire, Jeanne. D'abord, je voulais te dire que je t'adore. J'adore bosser avec toi. Ça, c'est primordial. Et puis, je sais que
lorsque tu as intégré le pool programmation, il y avait Jean-Phi avec nous, et puis que Jean-Phi était un grand sage pour toi comme pour moi. Alors je sais que moi j'incarne pas ça, et puis je voulais te dire que j'espère que tu souffres pas trop de mon côté sanguin qui par moment peut monter trop vite et puis sans doute aussi redescendre trop vite. Donc j'espère que tu souffres pas trop de ça. Je vais faire attention, je te promets Jeannette, et je te fais des gros bisous. En fait, on a proposé à Jean-Jacques de te poser une question. Il s'est interrogé pendant plusieurs heures, mais quelle question je vais pouvoir poser à Jeanne ou Jeannette du coup. Et puis mieux qu'une question, c'est plutôt un petit récit de vie en quelques secondes. Quelle est ta réaction et quelle réponse, même si c'est pas tout à fait une question, quelle réponse tu peux dire sur son rôle à lui? Alors mais c'est vrai que c'est une vie des moments vraiment pas simples, plutôt stressants, et c'est vrai que il y a des moments plus difficiles que les autres, mais Jean-Jacques, évidemment que je n'en voudrais jamais, des moments un peu plus, où on s'emporte. C'est vrai que c'est... Tu pondères un petit peu par rapport à son côté impulsif? Je suis de nature très optimiste, probablement trop. Pourquoi trop? On peut pas être trop optimiste. Ça n'existe pas, ça. Non, parce que c'est vrai que je suis pas quelqu'un de stressé, et pas quelqu'un. Et donc on peut avoir peut-être l'impression parfois que c'est pas important ce qui se passe, ou que c'est pas ou que j'ai pas conscience de l'importance de la chose. Et en fait, c'est ma façon à moi, je pense, de réagir au stress et de positiver et d'essayer de trouver toujours quelque chose de positif même dans les moments les plus durs. Mais je suis super émue qu'ils disent ça. Ben oui, forcément. Forcément que ça se voit. Si tu devais intervenir en entreprise, peut-être que tu l'as déjà fait d'ailleurs dans des entreprises, quel message tu aurais envie de délivrer un petit peu à la manière de Jean-Luc Martin lorsqu'il réalise un TEDx? Ça serait quoi ton message à toi pour que les salariés, les dirigeants d'entreprise vivent mieux leur quotidien? Je pense que pour moi, une des choses les plus importantes, c'est l'humain. Quand l'humain va, tout va. Et on le voit au quotidien dans l'équipe. La journée d'hier était une grosse journée pour tout le monde dans l'organisation. On accueille 60 000 personnes sur un site, ce qui est pas simple à organiser. Et il y a eu des moments un peu difficiles parce que il y a eu évidemment tout le monde arrive en même temps en sortant du travail. Vous avez réorganisé les entrées. On a pas exactement les entrées, c'était une nouveauté. Pas exactement. Et le fait est qu'on était tous solidaires. On a tous remonté nos manches. On dit où est-ce qu'il faut aller filer un coup de main, où est-ce qu'il y a besoin d'aide, et puis ça va le faire. On cherche pas les fautifs finalement. Non, on est dans l'action. Il n'y a pas de fautifs, on peut pas. On est tous dans le même bateau, tous dans la même aventure, et puis il faut que ça se passe bien. Et donc j'ai vu plusieurs personnes hier soir de l'équipe. Effectivement, tout le monde a passé une journée difficile, une première journée, sauf que tout le monde avait la pêche et à dire on est tous ensemble et on va y arriver. Et ça, c'est le plus fort. C'est hyper important, l'humain. Qu'est-ce que tu as appris sur toi au fur et à mesure de ton parcours? Je t'ai pas demandé ton âge, mais j'ai 34 ans. Voilà, je disais entre 32 et 35 ans. L'expérience commence à être importante. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le fil conducteur de feuilleton dont Jeanne est l'héroïne? C'est vrai que je ne me suis jamais posé la question, à vrai dire. Pour l'instant, ça nous arrange. Pour l'instant, j'avance. J'essaye de faire au mieux tous les jours, de faire pour le mieux, et puis je ferai le bilan un peu plus tard, je crois. Qu'est-ce que tu réussis? Tu es sur la chaîne Réussir. Qu'est-ce que tu réussis? Je réussis, je pense, en partie, en tout cas, pas seule bien évidemment, mais à donner du plaisir
à voilà, 4 jours de musique et de plaisir. Et ça, je crois que c'est le plus grand des bonheurs, ouais. Quand un festivalier nous dit, ben voilà, je suis venu pour Manu Chao, et puis j'ai découvert Elysée de Dessart, j'ai découvert Meute en passant par hasard sur cette scène. C'est ça en fait, c'est vraiment oublier le quotidien et puis vivre une expérience à part dans le petit cocon vieille charrue aux couleurs Peace and Love cette année. Dernière question, tu rêves de quoi en matière d'artiste? On a plein de rêves. Et juste, voilà, un. Alors, s'il fallait en citer un, je rêve de Daft Punk. Ben oui, ben nous aussi. Tu nous préviens? On revient le scoop le jour où vous arrivez à les faire venir. Okay. Merci Jeanne. Merci. Merci Aurélie Poulichet, fidèle au poste pour ces interviews massage. Merci à Mathieu Rival, merci à Florian de Vauchel au cadre et à la réalisation. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.